Groupe Socaf, partenaire de votre chronique Le Conseil des experts, chaque samedi sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est le démarrage officiel de notre enquête ce matin, 9h07. Merci d'être avec nous, avec Véronique Jacquier, 0826 300 300. Et continuez de commenter, bien sûr, sur les réseaux sociaux avec cette question. Les médias sont-ils sous contrôle, Véronique? Alors, on pose la question parce qu'Ariane Chemin, grand reporter au Monde, a été convoquée à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Convocation le 28 mai prochain. Dans l'affaire Benalla, dans un volet de l'affaire Benalla, celui qui concerne Chokri Ouakrim, un proche d'Alexandre Benalla, lié par un contrat de protection rapproché avec un homme d'affaires russe. Alors cette convocation est d'autant plus préoccupante qu'il y a quelques jours, 4 journalistes ont été auditionnés par les services secrets français et ils enquêtaient, eux, sur l'exportation d'armes françaises au Yémen. Ces journalistes ont dénoncé des manœuvres d'intimidation et une chasse aux sources dans les ministères. Alors, pour les auditeurs de Sud Radio, les médias sont-ils sous contrôle? C'est oui à 88%. Je vous lis 2-3 commentaires. Oui, c'est pour ça que j'écoute Sud Radio, nous dit Liberté Humilité, car malgré tout, j'ai confiance en votre indépendance d'esprit. Un autre auditeur nous dit le pouvoir macronien veut nous museler sous prétexte notamment de fake news. C'est inquiétant. Alexandre, lui, dit comprendre la curiosité de la justice. Il y a un problème de sécurité nationale. Alors, pour en parler, pour un beau débat, Olivier Dallage, rédacteur en chef à RFI et membre du bureau national du syndicat national des journalistes, le SNJ. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Il y a aussi avec nous François Jost qui est prof à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias, directeur de la revue Télévision. Bonjour. Bonjour. Et puis Loïc Hervé, sénateur, Union centriste de Haute-Savoie et secrétaire de la commission des lois au Sénat, qui a notamment bien sûr enquêté sur l'affaire Benalla. Bonjour. Bonjour. Alors, la presse était libre. Alors, et vous n'avez pas donné Tintin, hein, parce que Véronique, parce qu'il faut te dire, on est totalement transparent. Tintin, il dit oui, mais bon, j'avais récemment tweeté que nous n'étions plus en démocratie, à mi-chemin entre démocratie et dictature. Et Véronique Jacquier avait dit que avait qualifié mes propos excessifs. Bah oui, vous aviez dit Véronique, mais c'est vrai, c'était excessif. Mais parce que Tintin dit, comment appelle-t-on un régime qui fait pression sur la presse et les médias? Alors, je vous rassure, Tintin, il n'y a pas de pression. Non. On dit en fait les choses. Véronique les dit en fait librement, comme vous pouvez les dire en fait librement, et il n'y a aucun souci justement. Vous avez la parole, vous pouvez parler librement à partir du moment où il y a un respect en fait un peu de tout le monde. Absolument. Cécile, oui. Et justement, ça tombe bien ce lancement, Patrick, puisque Grégory, qui nous appelle de Paris, voudrait réagir au standard 0826 300 300. Bonjour Grégory. Bonjour. Bonjour à tous. Oui. Bienvenue. Merci. Moi, pour moi, certains médias sont aux ordres. Hein. Je vais faire un peu on va caresser la bête dans le sens du poil. Oui. Sauf Sud Radio, parce que j'ai changé. Avant, j'écoutais Radio Macro Champion. Moi, j'appelle comme ça, cette radio. Ah bah. Et par exemple, d'accord. Hier, par exemple, je suis toujours abonné sur eux sur Facebook et ils donnaient une news pour essayer de contrer Nicolas Dupont-Aignan, Asselineau et tout ça, en disant non, la France n'a donné que 3 milliards, par exemple, en 2017. À l'Europe. Et en fin de compte, il fallait lire un autre article que j'ai vu dans Le Monde où il précisait c'est parce qu'on avait trop versé en 2016, donc on a moins versé en 2017. Mais ils disent pas que en 2018 on va donner 21 milliards, c'est-à-dire plus 11 milliards à l'Europe. Et donc c'est dans ces cas-là que je trouve que c'est manipulation. Et venant du groupe BFM, on va pas forcément les citer, parce qu'on va pas régler effectivement ça. Non, mais. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, hein, Grégory. C'est vrai que c'est important, effectivement, cette liberté de la presse. François Jost. Hein, oui, alors moi, je pense qu'effectivement, là, il y a des contrôles sur la presse, je vais pas le nier, etc. Mais enfin, il faut quand même rappeler un peu d'où on vient. Oui, absolument. Il faut se rappeler quand même que sous l'ORTF, sous la télévision ça c'était il y a 40 ans. Oui, mais sous la télévision gaulliste, il y avait un ministre de l'Information qui revoyait avant diffusion le conducteur du journal télévisé et qui donnait son approbation ou non. Qui avait des émissions, ça on l'a appris par les historiens par la suite, des émissions qui étaient écrites directement par les ministères, on ne le savait pas. Bon, après il y a eu la période Hersant dans les années 70 où on sait bien que le Figaro était aux
aux ordres absolument du gouvernement. On a eu Dassault, qui était député de droite et qui dirigeait le journal. Donc, je veux dire, à la fois le pouvoir et l'argent ont pesé beaucoup plus, vraiment de façon très très forte pendant des années. On avait 3 télévisions encore jusqu'en 80. C'est vrai. Je veux dire, donc, quand on parle du contrôle sur les médias, faut quand même remettre un petit peu d'ordre. Il n'y a pas de contrôle massif sur les médias. Mais est-ce qu'il y a une volonté, peut-être aujourd'hui, d'un retour d'un contrôle, peut-être, Olivier Dallage, non ? Alors c'est plutôt ça, c'est-à-dire que la question n'est pas seulement de savoir si les médias sont contrôlés ou pas, mais s'il y a une volonté de contrôle et si cette volonté s'accentue. Et là, malheureusement, la réponse est oui. Ça commence à faire beaucoup, les événements... Avec quel fait, alors Les violences policières qui concernent, pas seulement eux, mais qui concernent aussi les journalistes, avec confiscation et destruction du matériel, des gardes à vue pour certains d'entre eux, la directive secret des affaires qui, on le pensait à l'époque de l'adoption, et ça s'est confirmé depuis, vise à étouffer la révélation de certaines affaires qui... autrefois étaient révélées, qui aujourd'hui sont soumises à des poursuites. Serait plus compliqué de les sortir. Mais c'est déjà le cas. Il y a déjà des poursuites entamées au titre de la directive secret des affaires. Il y a la directive sur les lanceurs d'alerte qui a été adoptée, mais contre l'avis initial du gouvernement français, il faut le savoir. Et puis, effectivement, alors on peut pas parler de poursuite parce que ça n'est pas encore judiciarisé, mais ces convocations de journalistes qui ont révélé des choses qui sont d'intérêt public sur le Yémen, sur la livraison d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis et sur l'affaire Benalla, ça commence à faire vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Sur l'affaire Benalla, justement, Loïc Hervé, vous avez travaillé dans la commission sur l'affaire Benalla au Sénat. Vous avez ce sentiment aussi que c'est fragile, quoi, en fait, justement, non ? Mais comme toutes les libertés publiques, la question de la liberté de la presse est une liberté fragile et à chaque fois il faut être vigilant, notamment c'est le rôle du Parlement de l'être, bien évidemment, y compris quand on vote une loi comme celle sur les fake news en période électorale, puisque la loi sur les fake news en période électorale permet un certain nombre de dispositifs. Vous y êtes favorable à cette loi ? Moi, je suis toujours réservé quand on va atteindre une liberté individuelle de manière générale, donc je suis toujours inquiet, même si je sais que le monde dans lequel on vit, l'historique, la remise en perspective historique de l'ORTF montre aussi que les réseaux sociaux, c'est-à-dire des médias alternatifs, et pour le coup, si on peut parler de contrôle, alors là, et pour le coup, ils sont sans contrôle et non contrôlés, ils racontent à peu près ce qu'ils veulent, font qu'il faut trouver un équilibre législatif qui est très difficile à maintenir sur le long terme. Mais est-ce que vous l'avez perçu en travaillant justement sur alors vous n'êtes pas journaliste, vous êtes politique, mais quand même vous l'avez perçu cette volonté en fait de contrôle dans l'affaire Benalla ? Non, franchement, dans l'affaire Benalla, les médias ont été totalement libres de sortir un certain nombre d'éléments tout au long de l'affaire. Ça fait quand même plus d'1 an que ça dure maintenant, et donc ça a permis d'ailleurs ensuite au Parlement de s'en saisir. La question, c'est de savoir, ce qui nous réunit ce matin, c'est de savoir si les convocations de journalistes devant la police, des GSI notamment, ce sont des éléments qui sont de nature à être une forme de contrôle du pouvoir exécutif en direction des médias, parce qu'il faut être précis. Quand on parle de judiciarisation, là, c'est plus l'État, c'est l'autorité judiciaire, ce sont des magistrats qui potentiellement peuvent être amenés à connaître de ces affaires. Voilà. Non, mais là, c'est la DGSI au nom de la Sûreté nationale. Alors, c'est vrai que c'est un peu tiré... Sur l'affaire Benalla, c'est un peu tiré par les cheveux, parce que connaître les sources d'Ariane Chemin sur le profil de Chokri Ouakrim, un proche d'Alexandre Benalla, qui a été mêlé à une affaire avec un oligarque russe, la protection des sources la question de la sécurité nationale elle est protégée par la loi. Oui, tout à fait. Vos sources journalistiques, y compris quand vous investiguez, sont protégées par la loi. Oui, mais là, Olivier Dallage... La procédure est détournée. Oui. Approchez-vous bien du micro. La procédure est détournée parce que c'est la loi sur la presse qui protège les sources depuis janvier 2010. Sauf que là, on utilise d'autres lois pour ne pas avoir à se conformer à la protection des sources. En réalité, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est de trouver les sources des journalistes. Il est peu probable que les journalistes convoqués donneront leurs sources. Le deuxième est de faire réfléchir les sources potentielles. Il est peu probable. En même temps, quand on est interrogé, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller quand même, non ? On peut être déstabilisé. Je ne pense pas qu'on va leur appliquer le 3e degré, mais ce sont des journalistes assez solides, je dirais. Le deuxième, c'est... faire réfléchir les sources potentielles. Ça, c'est vrai que... Donc, intimider de potentielles sources. Bien sûr, donc ça va se tarir. Et troisièmement, d'intimider des journalistes qui seraient tentés, dans l'avenir, de faire des révélations, mais qui n'ont aucune envie d'être interrogés par la CRI. La DGSI. La question de l'articulation entre les différentes lois est une vraie question. Parce que on a, par exemple, dans notre pays, le secret de l'instruction qui est
régulièrement, très régulièrement, oui. violés. Oui. Alors pas forcément de l'initiative des journalistes, parce qu'ils n'ont pas accès directement au dossier, mais il y a ceux qui ont accès au dossier, qui peuvent être des policiers, des magistrats, même des avocats d'une des parties qui a accès à un certain nombre d'éléments, et qui peuvent donne amener ensuite aux ces éléments-là. journalistes. Et donc on a quand même une difficulté de protection du secret de l'instruction qui est, quand on voit que les PV d'audition sortent de manière très rapide. Encore une fois, je justifie pas l'idée d'aller contrôler cela, mais quand même, c'est aussi une question de protection des droits de la défense, de l'égalité des armes dans le procès, qui sont aussi des principes de notre droit pénal qui sont extrêmement importants. Donc comment, la question que moi je vous pose en tant que législateur, c'est comment est-ce qu'on articule différentes libertés, différents droits, différentes lois, et est-ce qu'on fait une hiérarchie ou pas? Mais François Jost, spécialiste justement des médias. Je suis pas journaliste, mais je pense. Non, vous êtes spécialiste des médias. Vous observez depuis des années, vous connaissez bien la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut revenir finalement à la charte de déontologie des journalistes. Si on réfléchit sur les problèmes récents, les affaires récentes, il y a effectivement un droit qui est vraiment un des droits des journalistes, c'est le droit de protéger ses sources. Bon, ça donc, il est très fort. Mais il y a aussi des devoirs qui sont de pas utiliser de méthodes déloyales pour parvenir à l'information, et aussi s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Ouais. C'est sur ce point que Benalla, d'ailleurs, attaqué, parce que les enregistrements qui ont été diffusés par Mediapart étaient une atteinte à sa vie privée. Donc, je veux dire, ça peut se plaider, ça peut se plaider aussi, ça. Donc, il n'y a jusqu'où va, effectivement, la liberté, la possibilité de travailler des journalistes. La liberté n'est pas complète, c'est-à-dire qu'il y a quand même des garde-fous. Oui. Non, mais à l'inverse, question pour Loïc Hervé, est-ce qu'on peut pas comprendre, je vais me faire l'avocat du diable, mais la curiosité de l'État pour de potentielles sources qui peuvent justement révéler des secrets d'État ou des secrets de défense en donnant des infos aux journalistes? Là, la justification avancée pour la question des convocations devant la DGSI, c'est pas ça, c'est plutôt des questions de sûreté nationale. Oui. Mais je me pose parfois la même question. Je voudrais vous donner un exemple qui m'a interpellé ces derniers temps. La photo de Christophe Castaner qui est prise dans un lieu privé. Oui, de discothèque. Oui, c'est ça. Qui est diffusée. Pourquoi personne ne s'est jamais posé la question de savoir qui l'avait prise? Ah bah si, on s'est posé. Diffusée, tout le monde le sait. Non, parce que ça ne choquerait plus personne que ce soit même un membre de son entourage, disons les choses. Et qui la diffuse. Donc la question de la vie privée. Je trouve que par ailleurs je suis membre de la CNIL, ces questions-là qui est quand même une protection importante, en particulier pour des hommes publics, c'est quelque chose qui ne choque plus du tout. Plus personne se pose la question de savoir qui a pris la photo, qui l'a. Donc, non mais c'est vrai. Non mais parce que tout le monde se dit, on est ministre de l'Intérieur, on va en boîte, on sait qu'on prend un risque. Non, mais on sait qu'on prend un risque d'être filmé, d'être pris en photo. Enfin, mais maintenant tout le monde vit avec ce risque-là. Donc c'est pour ça que ça ne choque plus personne. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio, non? Ça choque plus personne aussi parce que on se pose peu la question de la source devant les images. On regarde l'image et on oublie effectivement cette question de se poser, qui l'a prise, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que les sources sont multiples et ce ne sont pas forcément d'ailleurs les médias et la presse, Olivier Dallage. Il y a eu une ouverture avec l'ensemble des réseaux sociaux. Et il y a, j'allais dire, un contrôle aussi très fort des réseaux sociaux sur l'information. Il y a peut-être parfois une infraction pénale. Oui, bien sûr. Donc, oui, mais est-ce que c'est dans le cadre de la presse, quoi, en fait, de la liberté de la presse, ça? Je pense qu'il faut revenir à des choses simples. C'est-à-dire que les journalistes ne demandent pas à être au-dessus des lois ou avoir des droits exorbitants. Quand on protège les sources des journalistes, c'est pas pour protéger les journalistes, c'est pour protéger les sources. Et les sources, c'est l'information. Mais encore une fois, tout peut être contesté. Il y a une jurisprudence tout à fait intéressante de la Cour européenne des droits de l'homme sur les sources des journalistes depuis 1996. C'est une question de proportionnalité. Est-ce que c'est d'un intérêt public ou non? Moi, je pense, et avec moi beaucoup d'autres personnes, que savoir que les pouvoirs publics n'ont pas dit toute la vérité en ce qui concerne l'utilisation qui est faite des armes françaises livrées à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, c'est d'un intérêt public. Deuxièmement, est-ce que la désorganisation interne à l'Élysée, illustrée par l'affaire Benalla, a été d'un intérêt public? Je pense que la réponse est venue depuis plus d'un an. Et donc, pour cette raison-là... dans l'affaire des Gilets jaunes, en fait, c'est un peu la même chose. Mais encore une fois, qu'on poursuive... De l'intérieur, bien sûr. Qu'on poursuive les journalistes et les médias, mais sur le fondement de la loi sur la presse. Qu'on ne cherche pas des voies détournées. Non, mais c'est vrai que la question qui se posait, vous parliez tout à l'heure du secret défense, c'est quand même... c'est vrai qu'il peut y avoir des limites
limites à ce niveau-là. Pendant la guerre du Golfe, on a vu à un certain moment des informations qui étaient complètement aberrantes, où on expliquait comment les mouvements des troupes, etc., qui étaient contre-productifs. C'est-à-dire qu'on donnait à l'ennemi des indications sur la stratégie militaire. Donc là, il est évident qu'il ne faut pas diffuser ces informations. En l'occurrence, est-ce que vraiment on met en cause l'État, etc. Sûrement pas. Donc sûrement on a tort d'attaquer ces journalistes, ou de les faire entendre par la DGSI. Est-ce qu'en termes d'intimidation, puisqu'on tourne un peu autour de ça avec ce sujet, on n'a pas franchi un cran avec la tentative avortée, mais de perquisition chez Mediapart, toujours dans l'affaire Benalla, en février dernier. Ouais. Est-ce que là on avait franchi un cran, François Jost ? Je pense que oui, d'une certaine façon, mais il y avait aussi le fait que qui a fait ces enregistrements, d'où viennent-ils? Comme je disais tout à l'heure, Benalla d'ailleurs a attaqué à juste titre. Donc je pense que il faut être un peu plus nuancé que être pour ou contre ce genre de choses. Il y a des auditeurs qui disent, est-ce que c'est normal que 4 jours avant les élections européennes, on ait vu à la une de toutes les PQR, alors sauf La Voix du Nord et le Télégramme, mais la même photo d'Emmanuel Macron, avec le même discours évidemment pour vanter tous les bienfaits du vote République En Marche. Et là, les auditeurs ont aussi l'impression qu'on a franchi un cran et que ça n'existait pas avant en matière de communication présidentielle. Non, Loïc Hervé, non, ça a déjà existé. C'est déjà arrivé plusieurs fois. D'ailleurs, La Voix du Nord a expliqué pourquoi il ne diffusait pas cette interview de manière totalement explicite. Donc, on est dans une période électorale à quelques jours de l'élection européenne. Le président de la République donne une interview corrigée à la presse quotidienne régionale. Oui, c'est pas simplement la relecture enfin, la relecture ne pose pas forcément question parce que des grands patrons le font, parce que même des profs d'université comme moi, même des profs d'université comme François relire Jost. Les interviews quand elles sont importantes, oui, bien sûr. Tout à fait. Mais en revanche, c'est la correction évidemment qui interpelle. Oui. Mais je pense que les organes de presse qui ont diffusé ont accepté les règles du jeu. Oui, tout à fait, qui ne sont pas nouvelles. Qui ne sont pas nouvelles pour ce type d'interview. Il n'y a aucune nouveauté. Je fais un parallèle avec ce que vous avez dit sur la perquisition de Mediapart avec la perquisition du domicile de Jean-Luc Mélenchon. Oui, absolument. La question, c'est de savoir si un certain nombre de lieux, du fait de l'activité de leurs propriétaires ou locataires, sont des sanctuaires qu'on ne peut pas, pour aucune raison, perquisitionner, etc. Sur le principe, moi, je suis assez protecteur de la liberté d'un parlementaire de pouvoir, l'étant moi-même, comme les journalistes peuvent l'être eux-mêmes, mais le fait d'avoir une notion de sanctuaire me paraît dangereuse également, parce que on a aussi d'autres libertés qui viennent s'affronter à cette question d'un sanctuaire juridique, si vous voulez. Oui. Olivier Dallache. Là encore, il y a une réponse liée à la proportionnalité. Et la loi le prévoit. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas perquisitionner le domicile d'un journaliste, sa voiture ou ses bureaux de la même façon que ceux de n'importe qui, comme un parlementaire. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Il y a des garanties supplémentaires qui s'appliquent. Et encore une fois, non pas pour protéger les journalistes, mais pour protéger la liberté d'expression et donc le citoyen. Oui. Allez, on va continuer dans un instant. Et puis, vous pouvez réagir, nous appeler 0826 300 300. Est-ce que les médias sont sous contrôle? Est-ce qu'il y a une indépendance? Est-ce que vous avez des questions vous-même à poser directement à nos invités et puis aux journalistes en même temps? Est-ce qu'ils se sentent libres aussi? Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qui vont dans ce sens sur les réseaux sociaux. Aussi. Oui, tout à fait. On va en parler dans un instant avec des questions que se posent nos auditeurs qui disent que oui, les médias sont sous contrôle à 88%. Et puis là, à l'instant, il y a la porte-parole du gouvernement, Sibeth Daï. C'est intéressant parce que elle dit que les journalistes qui sont convoqués à la DGSI sont des justiciables comme les autres. Donc réaction de nos invités dans une poignée de secondes sur Sud Radio. Et vous, évidemment, au 0826 300 300. 9h26, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Auchan, et la vie change. Et pendant l'anniversaire méga généreux d'Auchan, ce sont les photos de Célia qui changent. Avec 200 € en cagnotte sur le smartphone Huawei P30. 200 € Célia. Toi qui veux toujours être parfaite, avec ces capteurs Leica, t'es sûre de l'être? Enfin, au moins en photo. Jusqu'à dimanche, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 200 € en cagnotte sur la gamme de smartphones Huawei P30. Et vos photos changent. Auchan.
Montant crédité sur votre compte Wahoo, dont éco-participation 2 centimes. Kit main libre recommandé. DAS 0,33 watts par kilo. La bonne idée but, c'est les jours sauvages à prix coûtant. Ah, tiens, un salon de jardin avec parasol. Un superbe spécimen à moins de 100 €. Très rare à ce prix-là, très rare. En ce moment, chez But, le salon de jardin et parasol Sicile 4 personnes est à prix coûtant. 99,97 €. Oui, 99,97 € seulement. Quantité limitée à 1000 pièces. Sud Radio, dans le Tarn. À Carmaux, sur 102.5. Ford. Teddy Riner a dit... Bon, écoutez, les Français veulent du carburant moins cher. Donc, on va faire un moteur au super éthanol E85. Alors, Ford a répondu... Ouais, t'as raison Teddy, on va en discuter. Mais Teddy a dit... Bah non, on va le faire surtout. Dès maintenant, payez votre carburant 2 fois moins cher grâce au Ford Kuga FlexiFuel et sa motorisation super éthanol E85. C'est Teddy qui l'a dit. Ford. Carburant 2 fois moins cher en comparaison au prix moyen des carburants classiques constaté le 15 janvier 2019 sur prix-carburant.gouv.fr. Plus d'informations sur Ford.fr. Le Pic d'Or, le tremplin des talents de demain avec Sud Radio. Chansons, rap, pop, électro, tous les styles et tous les talents sont permis. Après Radio Elvis, et si vous étiez les prochains? Inscription et infos, picdor.fr. Le Pic d'Or, les 24 et 25 mai, à Tarbes, avec Sud Radio. Vous les aimez grand format, ultra plat, incurvé? Préparez-vous à vivre une expérience unique. Pour célébrer les 50 ans d'innovation Samsung, profitez d'une offre exceptionnelle. En ce moment, jusqu'à 1 000 € remboursés pour l'achat d'un téléviseur Samsung QLED dernière génération. 1 000 €? C'est un très beau cadeau. Eh oui, Samsung vous rembourse jusqu'à 1 000 € pour l'achat d'un téléviseur Samsung QLED parmi une sélection. Attention, c'est seulement jusqu'au 2 juin. Voir conditions de l'offre sur samsung.com/promotion. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ça roule? Non, pourquoi? Parce que là, il y a 8 voitures à gagner pour les 30 ans de Lidl en France. Pour leur anniversaire, c'est eux qui font des cadeaux? Oh, et quel cadeau, hein! En ce moment, et jusqu'au 31 décembre, ils font gagner une voiture ou un voyage par mois, 1 an de courses par semaine et plein d'autres cadeaux. Il y a tout ça à gagner. Là, il y a vraiment plus rien à faire. Ah bah si, des 30 € d'achat, il suffit de rentrer le code de son ticket de caisse sur Lidl.fr. Cet anniversaire, c'est pas trop notre fête, hein. On est mal. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations et règlements sur Lidl.fr. Mesdames et messieurs, nous voici devant les rapides des Happy Passion Days qui débordent de sport, de musique, de presse, de cinéma et de séries. Et en ce moment, ils ne sont qu'à 1 € par mois. Alors profitez-en! Youhou! Pendant les Happy Passion Days de SFR, profitez de toutes vos passions comme par exemple Napster ou SFR Presse à 1 € par mois pendant 6 mois pour les nouveaux clients mobiles 5 Go et plus. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 3 juin. Après 6 mois, SFR Presse Premium à 5 € par mois et Napster à 10 € par mois. Happy Passion Days, les jours passion. Vous aussi, écoutez Sud Radio depuis votre téléphone, partout et à tout instant. Téléchargez l'application Sud Radio sur Google Play et l'App Store. Edenauto.com. Achetez votre véhicule d'occasion l'esprit libre. 54 concessionnaires du sud-ouest des plus grandes marques automobiles vous proposent 3000 véhicules d'occasion, révisés, garantis. Edenauto.com. Choisissez, cliquez, roulez. L'instant Darty. J'ai appelé ta mère, mais personne ne répond. Ah mais c'est normal, le téléphone est encore dans le paquet cadeau. Pour la fête des mères, le smartphone Samsung A8 est à 299 € au lieu de 369, soit 70 € d'économie. Préférence Samsung A8 noir. Voir conditions en magasin sur darty.com. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Bienvenue dans la deuxième partie de notre enquête ce matin. Et on vous parle des médias et on vous demande si les médias sont sous contrôle selon vous. Et on fait un point avec vous, Véronique Jacquier. Oui, une question que l'on pose à la suite de la convocation d'Ariane Chemin, grand reporter au Monde qui enquête sur l'affaire Benalla. Convocation le 28 mai prochain à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Alors pour l'instant, c'est toujours 88% de oui du côté de nos auditeurs pour dire que les médias sont sous contrôle. Ça vote beaucoup de commentaires avec notamment ce commentaire qui revient très souvent, c'est-à-dire oui, les médias sont sous contrôle parce qu'ils appartiennent à 90% à des milliardaires qui font la pluie et le beau temps, y compris dans leur accoquinement avec les politiques. Voilà, donc on a le sentiment que les journalistes ne peuvent pas travailler comme ils l'entendent. Il y a Olive qui nous dit comment exercer un métier d'investigation quand tu as la peur au ventre d'être convoqué par la DGSI. Est-ce qu'on est en Russie où le KGB filtre les informations? Villeneuve, donc lui aussi est sur
sur cette thématique de comment les journalistes pourraient-ils être indépendants entre la puissance des groupes financiers qui dominent la presse et les politiques aux ordres de ces financiers. Voilà, c'est ce qui revient dans nos commentaires. Sur justement cette liberté en fait de la presse et les menaces qui peuvent peser un petit peu, parce que sentiment d'intimidation, Olivier Dallage, vous disiez que c'est ça qui peut être dangereux en fait à terme avec cette convocation, quoi. Oui, on n'en est évidemment pas à la situation russe ou turque. Mais le simple fait que la question puisse se poser aujourd'hui est préoccupante. Ouais. Et moi, je voudrais dire que tout ça n'est pas du tout bon pour l'image de la France. Ouais. Il y a eu plusieurs signalements sur la plateforme du Conseil de l'Europe. Il va y en avoir une déposée aujourd'hui ou demain par la Fédération européenne des journalistes suite à la convocation d'Ariane Chemin et du journaliste de Disclose. Et je rappelle que la France, justement, vient de prendre la présidence du Conseil de l'Europe. Il y aura des discussions intéressantes internes et on verra bien l'enquête qui sera menée. Non, effectivement, il n'est pas possible aujourd'hui pour un journaliste qui travaille sur une affaire sensible de ne pas avoir ça en tête. Ouais. L'idée qu'à tout moment, eh bien, il peut y avoir une convocation par la police à la demande du procureur de Paris ou Alors, encore une fois, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Oui, ce que disait Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Là, oui, mais elle a tort, parce que les journalistes ne sont pas des justiciables comme les autres. Il y a des lois qui s'appliquent spécifiquement à la presse. Et sur cette base-là, les journalistes peuvent être poursuivis et ils se défendront. Mais pas en utilisant d'autres lois. Ah oui. Loïc Hervé. Sur la parole même de Sibeth Ndiaye, qui dit les journalistes sont des justiciables comme les autres. Elle vient de s'exprimer sur cette affaire. Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'idée d'un sanctuaire, on l'évoquait tout à l'heure, est une mauvaise idée. En revanche, c'est vrai que c'est un métier qui mérite des protections particulières, et elles sont dans la loi. Et à cet égard, il faut vraiment qu'elles soient garanties. Nous sommes dans une période politique tout à fait singulière dans laquelle la question de la liberté de la presse est une question qui doit être absolument garantie. Et alors après, j'entends vos auditeurs expliquer que les grands patrons il faut démystifier ça quand même. Avec les politiques. Enfin, il y a un moment, ces affirmations qui sont un peu complotistes. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis élu local et parlementaire depuis 4 ans. J'ai jamais vécu ce genre de choses. Au contraire, c'est parfois difficile pour nous d'exister, de faire reprendre nos idées dans la presse. On est un peu tributaire aussi de ce que la presse veut bien reprendre ça, c'est vrai. Quand on exerce un travail parlementaire, il y a des choses qui sont vendables, d'autres qui sont moins vendables. C'est hyper frustrant quand on est élu, mais en même temps, c'est la règle du jeu. Oui, mais quand elle est connue, parfois c'est comme ça. Oui, mais alors c'est vrai que les références aussi des auditeurs, c'est lié parfois aussi à des marchés publics. On sait bien que quand il y a des marchés publics, que vous détenez aussi des médias, vous n'allez pas, et on l'a vu par le passé, et ça continue en fait encore aujourd'hui, c'est difficile de taper sur le pouvoir quand vous allez dire non. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Dans l'affaire Benalla, on nous a reproché, on m'a parfois reproché, dans les personnes que j'ai pu rencontrer, que on mette trop l'accent sur cette commission d'enquête. Les gens en avaient ras-le-bol d'entendre parler de cette affaire. Elle a été très médiatisée. Mais la commission d'enquête Benalla n'est que l'une des commissions d'enquête du Sénat. Oui, c'est vrai. Vous faites une commission d'enquête sur la pollution de l'air en France et sur son coût. Vous avez un bon papier dans Le Monde, un petit débat peut-être chez vous, et puis c'est tout. Oui. Alors que c'est la même prérogative constitutionnelle qui est mise en œuvre. C'est un travail du même ordre. Autre élément, quand le président de la République se déplace, ou qu'il y a Monsieur Benalla, des gens qui sont auditionnés au Sénat, vous avez un câble avec des images en direct qui peuvent être diffusées partout sur les médias en direct. Donc il y a aussi une production d'images en direct qui est intéressante. Et qui alimente tous les médias et qui alimente une caisse de résonance que nous avons. Oui, tout à fait. François Jost, Oui, moi je pense je pense à vrai dire comme mes prédécesseurs. Olivier Dallage, notamment. J'ai les mêmes du syndicat national des journalistes sur le fait qu'il y a des lois qui protègent les journalistes, etc., et que donc c'est pas injusticiable exactement comme les autres. Moi, il me semble qu'aujourd'hui le contrôle effectivement des entreprises est plus important et que surtout une façon d'un certain capitalisme dur a envahi le monde des médias. Oui, c'est-à-dire que les grands groupes. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut
mais même le service public, on peut virer quelqu'un très très facilement, très fortement. Je veux dire, il y a une sorte de mainmise sur les patrons qui deviennent presque des DRH et qui disent lui c'est fini, lui on le prend, etc. Donc ça, je crois que c'est beaucoup plus fort que l'action du gouvernement sur les médias. Oui, et est-ce que vous avez le sentiment que Emmanuel Macron, dans sa nouvelle façon aussi d'aborder la vie politique, dans un premier temps, il avait dit, il s'est occupé beaucoup des réseaux sociaux pour mener en fait sa campagne, et puis la presse traditionnelle, il avait dit qu'il aurait moins de contacts. Finalement, on s'aperçoit plus d'anecdotes, disait-il. En fait, oui, c'est ça. Plus de choses anecdotiques. On s'aperçoit qu'il y en a en fait toujours. Mais est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État, dans une période où la France est chahutée, a envie de prendre un peu le contrôle aussi, d'une manière ou d'une autre, sur la presse? Olivier Dallage. Ah, mais qu'il en ait envie, c'est probable. Il n'est pas le seul. Grosso modo, toute personne ayant un pouvoir aimerait bien contrôler ce qu'on dit de ce pouvoir. La question est de savoir si il en a les moyens, si on le laisse faire, et si il a par ailleurs un intérêt pour une presse indépendante et libre. Et c'est là qu'on peut se poser des questions, puisqu'une de ses premières décisions après être arrivé à l'Élysée a été de vouloir fermer la salle de presse qui donne sur la cour de l'Élysée. Donc, si vous voulez, il y a plein de petits cailloux qui sont déposés et ils sont tous alignés d'une manière assez préoccupante. Oui, mais la seule différence avec, j'ai entendu tout à l'heure parler du KGB, quand même, la seule différence, c'est que justement, on peut en parler. Et d'ailleurs, on peut même en débattre. Alors qu'en Russie, évidemment, c'est difficile. Alors qu'en Russie, c'était assez difficile, à mon avis, d'en débattre publiquement. Donc voilà, on n'est pas complètement. Il faut pas exagérer, quoi. Dire que on est dans une dictature. C'est vraiment de rien connaître à l'histoire. Ou que la concentration des médias porte préjudice au travail des journalistes et à la qualité de leur travail. Ça aussi, c'est du fantasme pour vous, François Jost. Il y a une auditrice qui nous dit aux États-Unis, parce que ça fait beaucoup réagir cette question. Aux États-Unis, il existe la loi antitrust qui n'existe pas en France. Les élites sont super puissantes et dominent tout. Voilà le sentiment qu'on a dans notre pays. C'est pas forcément vrai. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives de loi sur la concentration des médias, mais je crois qu'elles n'ont pas abouti. Elles n'ont pas abouti. C'est compliqué quand même. Mais elles n'ont pas été appliquées. Ça n'a pas très bien marché. Il y a eu l'ordonnance de 44, de nouvelles tentatives ultérieurement. Sous le gouvernement socialiste, il y a eu des tentatives de loi anti-concentration. Oui, j'irai pas jusqu'à dire que ça a marché. Non, ça n'a pas marché. Bon, à l'époque, alors vous parlez de quel pouvoir socialiste, François Jost? Je parle du début après 81. Oui, voilà. Non, mais parce que depuis, il y a les chaînes d'infos en continu. Depuis, il y a des groupes qui se sont créés et le paysage audiovisuel a complètement changé. Mais pour vous, concrètement, pour que les auditeurs se fassent une idée, est-ce qu'on peut dire, justement, dans notre pays, parce que effectivement, on n'est pas en dictature, on est en démocrature, que les médias sont sous contrôle ou qu'ils le sont un peu plus depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir? Non, moi je serais plutôt d'accord avec la formulation qui a été faite par M. Dallage, c'est que Macron essaye sans doute de contrôler, etc. Est-ce qu'il réussit complètement? Pas les contre-pouvoirs et ne s'en cache pas. Mais c'est vous les médias, donc c'est vous qui pouvez le dire plus que moi. Oui. Nous on n'est pas embêtés, Patrick Roger. Non, mais mais c'est vrai qu'il y a une volonté quand même du pouvoir de regarder. Et puis à travers la régulation, alors on comprend qu'il y en ait la nécessité sur les fake news, mais après jusqu'où ça va aller, parce qu'il y avait déjà en fait une loi qui existait. Est-ce qu'on avait besoin de rajouter celle-ci? Non, je pense que la loi sur les fake news, personnellement, je suis un des rares. Je suis un des rares à la défendre. Moi, je la trouve très très bien, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, bien sûr, je comprends pourquoi. Pourquoi ça serait seulement pendant les périodes électorales? Ah oui, alors ça. Parce que si on redoute les fake news, et on a raison de les redouter, parce qu'il y a des conneries qui sont dites et qui peuvent être extrêmement graves, il faut le redouter tout le temps, et pas seulement pendant les campagnes électorales. Alors il faut se rappeler qu'effectivement Macron a été victime de fake news juste avant les présidentielles, et que c'est pour ça qu'il a gardé une sorte d'animosité envers les fake news à ce moment-là. C'était à cette période. Oui, Percha nous donne un exemple pour illustrer le fait que selon lui, les médias sont sous contrôle. Il n'a pas complètement tort. Il nous dit Patrick Poivre d'Arvor à l'époque s'est fait virer parce qu'il avait critiqué Nicolas Sarkozy en le traitant de petit homme ou d'homme petit. Il avait fait une allusion à sa taille, souvenez-vous. Ça prouve bien que les grands patrons et les politiques dirigent les médias, et ça ne date pas d'hier. Mais ça date pas d'hier, effectivement. Et donc la question, c'est de savoir si c'est encore aujourd'hui comme ça. C'est indéniable pour PPDA, bien sûr.
Mais justement, je pense pas qu'on soit exactement. On va terminer note d'optimiste ou au contraire pessimisme. Olivier Dallage, vous êtes au syndicat national des journalistes. Oui. Je suis optimiste par les réactions assez unanimes qui ont suivi l'annonce de la convocation de ces journalistes. C'est-à-dire que la société doit être résiliente et doit montrer la voie. Le fait, encore une fois, que les pouvoirs veulent contrôler, c'est dans leur nature. Mais c'est aux journalistes, aux médias, à la société, aux associations de faire en sorte que ce contrôle n'intervienne pas. Oui, David Hervé aussi. Moi, je vis mon rôle de parlementaire non pas comme un anti-pouvoir, mais comme un contre-pouvoir. Et je suis très vigilant, et je sais qu'on l'est souvent d'ailleurs au Sénat plus qu'ailleurs, à faire en sorte que chacun puisse jouer son rôle de protection à la fois des libertés individuelles et collectives, et surtout de pouvoir faire le métier qui est le nôtre, et le rôle de protection. Donc, optimisme, mais vigilance sur ce qui peut se passer pour que chacun puisse faire son travail correctement. On termine à combien ? Eh bien, on termine toujours à 88% de oui pour dire que selon nos auditeurs, les médias sont sous contrôle. Ils sont pas très optimistes, nos auditeurs. Non. Ils sont pas sous difficile contrôle. de les faire changer d'avis. Pas du tout. On les a pas fait bouger d'un Non, mais vous les avez pas fait changer d'avis, malgré justement des avis très équilibrés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et merci aux deux éditeurs de nous avoir appelés, et merci pour tout l'ensemble de vos messages. Et on est avec Valérie Expert. Bonjour Valérie. Bonjour, et nous aussi voyez la presse.